L'histoire de l'IndyCar est particulièrement complexe et regorge d'enseignements sur le business du sport automobile. Et vous allez le voir, son histoire peut aussi faire écho à sa cousine européenne, la Formule 1. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce qu'est l'IndyCar, je vous propose d'aller voir ma vidéo sur le sujet avant de continuer celle-ci. Le sport automobile est né au tout début du XXe siècle avec l'avènement de l'automobile. Et comme tout nouveau domaine, il faut avoir des organes administratifs pour le développer. En l'occurrence, construire des voitures c'est bien, mais ce n'est pas Ford qui construit les routes. Et donc par ce manque est créée l'AAA ou AAA pour American Automobile Association. Elle résulte de l'unification de plusieurs clubs automobiles aux États-Unis. Le AAA est un organe de contrôle pour l'automobile, un petit peu comme la FIA l'est aujourd'hui. Cet organe va aussi organiser le premier championnat de course automobile sur le sol américain en 1905. Suite à l'accident le plus grave qu'ait connu le sport automobile en 1955 au Mans, le AAA va renoncer à l'organisation de courses automobiles. Et c'est alors que le président de l'Indianapolis Motor Speedway, Tony Hulman, va créer l'USAC pour United States Auto Club. Il faut savoir que déjà dans les années 50-60, deux courses sont extrêmement connues dans le monde. Les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Ce sont les premiers temples du sport automobile, la Formule 1 n'étant qu'à ses débuts. Et oui, même le Grand Prix de Monaco n'était pas encore aussi prestigieux qu'aujourd'hui. Il est donc inconcevable qu'il n'y ait pas de championnat et seulement l'Indy 500 en compétition automobile aux États-Unis. L'USAC, comme la FIA aujourd'hui, va donc s'occuper d'organiser et de réglementer le championnat américain de monoplace. Cela dure un certain temps et comme le sport automobile, de par le spectacle et les évolutions technologiques qu'il apporte, voit son développement économique grandir. Et l'USAC s'occupant seulement d'organiser les championnats et les courses d'un point de vue sportif et réglementaire ne voit pas l'importance du développement économique de la catégorie. Cela se traduit par des contrats de sponsoring non signés qui peuvent mettre en danger les revenus de certaines équipes dans la catégorie. Et c'est Dan Gurney, pilote de course américain ayant notamment couru en F1 pendant près de 10 ans, qui va rédiger un white paper pour donner la vision du business du sport automobile comme il devrait être. Un white paper, c'est un document qui vise à expliquer factuellement des éléments d'information de manière à ce que des personnes ou même des sociétés puissent prendre les bonnes décisions. Le white paper de Gurney est fortement inspiré des éléments d'amélioration qu'a entrepris Bernie Ecclestone au même moment avec la Formule 1 et notamment par la création de la Formula One Constructor Association. La FOCA donc, qui deviendra par la suite le Formula One Group dont on connaît tous aujourd'hui la branche principale qui s'appelle la Formula One Management et qui gère l'image et la diffusion de la Formule 1 à travers le monde. Mais évidemment ça j'en parlerai dans une vidéo dédiée. Bref, les équipes du championnat de l'USAC se révoltent et mettent leurs menaces à exécution. Ils partent du championnat pour fonder leur propre championnat basé sur le white paper de Dan Gurney et créer le Championship Auto Racing Team, le kart. On se retrouve donc vers la fin des années 70 et émerge alors un problème après cette coupure. L'USAC, qui détient encore l'organisation des 500 miles d'Indianapolis, ne veut pas que le kart puisse venir disputer la course. Cela ne durera pas longtemps puisque l'USAC reconnaît officiellement le kart comme étant la catégorie de monoplace américaine. Et en 1983, le kart peut enfin venir disputer les 500 miles d'Indianapolis. Vous avez sûrement entendu que Ferrari, ou plus récemment d'ailleurs, McLaren menaçait de quitter la Formule 1, ce qui d'un point de vue marketing ferait extrêmement mal à la société Formula One Group qui gère donc la Formule 1. Et vous avez probablement entendu une histoire que Bernie Ecclestone voulait se séparer à un moment donné de la FIA et créer son propre championnat de Formule 1 avec Ferrari, McLaren, Williams, etc. Et bien devinez quoi, ce n'est pas arrivé en Europe, mais c'est arrivé aux États-Unis. Le kart se développe massivement, négocie des gros contrats avec les télés, gère très bien les sponsors et tout cela à égalité avec toutes les écuries. Que vous arriviez premier ou dernier, vous receviez le même montant. Seulement il y avait des écuries plus riches que d'autres qui avaient d'autres sources de revenus ou alors des mécènes plus généreux. Et forcément les divergences d'opinion et de vision du sport se sont entrechoquées. Et les régulations n'étant pas aussi draconiennes que maintenant, les coûts de développement se sont envolés mettant à genoux les plus petites structures. La catégorie coûtait de plus en plus cher, alors même en dehors du sol américain pour courir et la NASCAR gagnait de plus en plus de popularité. Tout ceci menant à ce que l'on appelle aujourd'hui le split. En 1994, l'Indianapolis Motor Speedway annonce la création d'un championnat où les coûts seront maîtrisés et où les courses ne se déroulent que sur des ovales américains. On tenait l'une des catégories les plus dangereuses du monde, l'Indy Racing League. Même principe que la NASCAR, mais avec des monoplaces, s'ensuit une bataille acharnée entre les deux catégories par médias interposés, profitant encore une fois à la NASCAR. Dans le même temps, le kart vendit 35% de la société sur les marchés financiers, lui permettant de rentrer beaucoup de cash. Lorsque l'on vend une partie de sa société, on transforme cette valeur en argent. Je simplifie beaucoup évidemment, mais l'idée c'est de se dire que ces 35% se sont transformés en 100 millions de dollars
pour la société et pour justement faire d'autres investissements. Mais même si la société se portait bien a priori, les audiences continuaient à être mauvaises. Le plus gros problème étant que la catégorie roulait sur des circuits routiers mais aussi des ovales où ils atteignaient les 380 km/h. Et on le sait, à cette époque, la sécurité des voitures et même des circuits n'était pas celle d'aujourd'hui. Pour preuve, la saison 1999 a vu 2 pilotes se tuer au volant de leur voiture à 2 mois d'intervalle, dont l'effroyable crash de Greg Moore. En 2001, plusieurs courses sont annulées, que ce soit sur des circuits routiers ou ovales, et enfin en 2002, une histoire de réglementation pour remettre de l'égalité entre les équipes a été refusée, ce qui mena une bonne fois pour toutes le kart vers sa descente. Le kart se fait prendre les meilleures chaînes de télévision par l'IRL et s'ensuit un départ des 2 grandes équipes pour rejoindre le championnat rival, Penske et Chip Ganassi. Pour faire un rapide parallèle, c'est presque ce qu'il se passe à l'heure actuelle en Europe. La F1 devient trop compliquée, trop chère, et du coup les constructeurs la quittent pour aller en Formule E. Le schéma paraît un petit peu similaire, mais dans le fond il est bien plus complexe. Le kart voit son action sur les marchés financiers vaciller, fait faillite et se fait racheter par les écuries restantes qui le renomment Champ Car World Series. Sébastien Bourdet en sera l'unique champion à 4 reprises avant que la catégorie ne se fasse définitivement absorbée par l'IndyCar Series ex-IRL, qui a commencé d'ailleurs à rouler aussi sur des circuits routiers. Il y a eu 2 événements majeurs dans l'histoire de l'IndyCar. Le white paper de Dan Gurney qui permit la mise en place d'une organisation économiquement viable, montrant qu'un organe de réglementation pure finalement ne sait pas faire d'argent. Et le split du fait du mécontentement des plus petites écuries et des coûts trop élevés de la catégorie menant à une bataille médiatique incroyable qui n'intéressait pas le public, préférant la NASCAR, et qui fit suffoquer finalement la catégorie qui avait le plus besoin d'argent, le kart. L'histoire de l'IndyCar est aussi très intéressante dans le sens où on peut faire un étroit parallèle avec ce qu'il se passe actuellement en Formule 1. Les petites équipes indépendantes et mythiques d'autrefois suffoquent, la réglementation est totalement en dehors des réalités économiques et la Formule E, même si elle n'a rien à voir avec la F1 à l'origine, vient grignoter des spectateurs en manque d'action venant en opposition frontale sur un point de vue médiatique. Et il ne faut pas se leurrer, la Formule E dans la tête de Monsieur Tout-le-Monde, ça reste une Formule 1 électrique. La F1 coûte trop cher pour ce qu'elle rapporte aux écuries, elle coûte trop cher aussi par rapport à la visibilité qu'elle offre. Et l'hybridation est une technologie qui est déjà maîtrisée dans notre société et presque dépassée finalement avec l'avènement de l'électrique. On court à la catastrophe peut-être sans le savoir, mais ce qui est sûr, c'est que la bulle de la F1 finira probablement par exploser comme une bulle spéculative sur les marchés boursiers. Le début de saison 2019 et le renouveau des pilotes en tête d'affiche aidera sûrement à compenser la descente, mais le spectacle ne fait pas tout. Il faut que économiquement la F1 ne soit pas un gouffre financier tout en gardant son ADN. Aligner 2 voitures en IndyCar coûte aux alentours de 15 millions de dollars pour l'année, alors qu'il faut 150 millions minimum pour être à 3 secondes des meilleurs temps comme Williams.